Bonjour Général Christophe Comard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député européen, les Républicains, ancien chef du renseignement militaire. On va évidemment parler des questions de défense et des questions internationales, mais d'abord quelques questions sur l'actualité. Et aujourd'hui s'ouvre à Nice le sommet des océans. Et Emmanuel Macron hier qui estime que c'est une erreur historique de céder aux facilités du moment et de détricoter les mesures sur l'écologie. Est-ce que vous vous sentez visé, vous les LR ? Pour les océans, je dirais, je reprendrai le mot de Baudelaire, homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer, ça recouvre 71% de la surface du globe. Et de fait, je pense qu'il est nécessaire de s'occuper des océans. D'autant que la France dispose de la deuxième zone économique exclusive, ce qui en fait quand même la deuxième derrière les États-Unis. Donc on voit bien que la France a une vraie responsabilité vis-à-vis des océans, vis-à-vis de la mer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, certains pays comme la Chine déploie une véritable puissance maritime et que l'Europe a un peu oublié cette capacité maritime, et la France en particulier avec une marine nationale qui n'a jamais compté aussi peu de frégates et de croiseurs depuis fort longtemps. Et plus largement sur l'écologie, parce que les Républicains ils soutiennent la suppression des ZFE, ils portent une loi qui s'appelle loi Duplon du nom de ce sénateur pour réintroduire temporellement les néonicotinoïdes. Est-ce que c'est vous qui cédez aux facilités du moment ? Je ne pense pas que les LR cèdent aux facilités du moment. On voit bien d'ailleurs que les ZFE mettaient en cause les plus pauvres qui n'avaient pas les moyens de changer de voiture. On voit bien qu'on mettait les artisans qui se déplacent avec des véhicules, effectivement certains qui ont un certain âge, ne pouvaient plus rentrer dans les villes, payer des amendes très fortes. Donc on voit bien derrière que l'écologie punitive, il faut que ça cesse. En revanche, penser à l'écologie, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, penser aux océans, c'est nécessaire. Penser effectivement à protéger nos océans quand on voit les tonnes de plastique qui circulent sur certaines plages, et en particulier j'ai pas mal circulé en Afrique, on voit bien que sur certaines plages africaines, il y a des tonnes et des tonnes de plastique qui sont sur les plages, qui arrivent sur les plages. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience internationale qui est nécessaire. Je regrette que les États-Unis ne participent pas effectivement à cette convention sur les océans à Nice. Parce que c'est absolument indispensable de prendre en compte nos océans. 3 milliards d'habitants, enfin 3 milliards de personnes sur les 8 milliards que compte la Terre, se nourrissent des océans. Et je crois que c'est 60% de la population mondiale habite à moins de 20 km d'une côte. On voit bien que les océans font partie de la vie et qu'il est nécessaire de les protéger. Donc sur une écologie, oui. Une écologie punitive, non. On va parler du budget, 40 milliards, c'est ce que devra trouver le gouvernement et la Commission européenne qui a décidé mercredi de suspendre la procédure de déficit excessif de la France, estimant que les efforts budgétaires produisent des résultats. C'est une bonne nouvelle, Emmanuel Macron est sur la bonne trajectoire ? Il faut réduire les dépenses publiques, c'est évident. Comment va-t-il le faire ? Je n'en sais rien, parce qu'on continue à dépenser à tout va, et je ne vois pas de vraies mesures d'économie prises aujourd'hui. Le nombre de fonctionnaires. Pourtant, la Commission européenne suspend la procédure de déficit excessif. Oui, elle commence à avoir des résultats. Oui, c'est une bonne nouvelle, en effet. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Quand on voit la dette de la France, plus de 3 300 milliards de dettes. Emmanuel Macron lui-même, c'est 1 000 milliards de dettes. Et au Parlement européen où je siège, mes collègues me disent « Mais comment la France en est arrivée là ? Comment la France peut-elle encore avoir 3 300 milliards de dettes ?» Donc, à la fois, la France Qu'est-ce que vous leur répondez quand il vous dit ça ? Je dis que la France doit se prendre en main et doit faire des économies. C'est pour ça que j'appelle, moi, effectivement, à ce que la droite revienne au pouvoir en France pour mettre en place des mesures d'économie réelle. On voit bien qu'il y a trop de fraude sociale, trop de fiscale. Il faut sans doute parler des retraites, ce qui est un véritable sujet majeur pour notre pays, sachant que le nombre d'actifs risque de diminuer. Je prends l'exemple de la Pologne. La Pologne perd 200 000 actifs par an. C'est-à-dire que la population vieillit, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on aura plus de retraités que d'actifs. Comment fait-on pour payer les retraites des retraités Donc pour vous, non seulement il ne faut pas revenir sur les 64 ans, mais il faut d'ores et déjà acter qu'il faut aller plus loin ? C'est ce que dit d'ailleurs le corps, c'est ce que dit ce Conseil d'orientation sur les retraites, c'est qu'il faut aller plus loin et qu'en 2070, je ne serai plus sur cette terre, mais en 2070, il faudrait arriver à 66 ans et demi. C'est loin 2070. Est-ce que pour vous, il faut aller plus vite ? Je pense qu'il faut sans doute aller plus vite. La loi actuelle permet effectivement de n'avoir, je crois, c'est 5 milliards, d'économiser 5 milliards et revenir en arrière, ce qui serait une folie, ferait montrer je crois que ça coûterait à la France 10 milliards d'euros par an.
Donc on voit bien derrière que c'est un sujet majeur pour notre pays, c'est un sujet majeur pour notre économie. Si on veut continuer à peser sur la scène internationale, si on veut continuer à peser même au sein de l'Europe, il est nécessaire que la France se reprenne en main, que la France fasse des économies, que la France arrête de faire peser sur les individus, sur les entreprises, trop d'impôts, parce que trop d'impôts tue l'impôt, et on voit bien au bout d'un moment que les entreprises ne veulent plus entreprendre parce qu'il y a trop d'impôts, et que même vous et moi, quand on regarde la différence entre le net et le brut que vous recevez sur votre feuille de salaire, on voit bien que l'État en récupère beaucoup. Et il y a un vrai différentiel qui existe et qui va en augmentant malheureusement, ce qui fait que le travail ne paye plus. Or, il faut que le travail paye. Il y a un an, Emmanuel Macron décidait de dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que vous dites merci au chef de l'État? Il a permis la renaissance des LR avec cette décision? Je pense que la dissolution est une erreur. Moi, à la place d'Emmanuel Macron, je démissionnerai. Ça permettra de donner un vrai souffle à la France. Encore maintenant, vous demandez cette démission? Bien sûr. Emmanuel Macron emmène la France dans le mur. Ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a détricoté la France. Il reste 2 ans. Que peut-il faire en 2 ans? Absolument Donc vous rien. dites aujourd'hui il devrait démissionner? Moi, je pense qu'Emmanuel Macron devrait partir, devrait prendre... ça serait effectivement une bonne solution pour la France. Ça serait une bonne solution pour le renouvellement de la France. Cette dissolution, de mon point de vue, a été une véritable erreur. On voit bien aujourd'hui qu'on en paie encore les conséquences. La France est déstabilisée. La France pèse beaucoup moins à l'international, alors ils cherchent à se redonner du souffle grâce effectivement à des prises de position internationales, grâce à cette coalition des volontés avec les Britanniques, les Allemands et les Polonais. On voit bien, au-delà de ça, qu'ils cherchent en effet à peser. Sur le plan national, il ne pèse absolument plus. Il fait des petites phrases, c'est très bien. Il fait son show lors du débarquement. Là, il va faire un show à Nice, c'est très bien. Il se met en valeur, il adore parler, il adore être écouté. C'est Narcisse. Je pense qu'il faut que Narcisse quitte le pouvoir. À ce moment-là, ça donnera l'occasion et la possibilité aux Français de revoter pour un président ou une présidente qui sera en mesure de redonner un souffle et un élan à la France. La France aujourd'hui n'a pas de stratégie, n'a pas de vision. Quelle est la stratégie de la France? Vous êtes capable de la définir? Moi non. Quelle est la politique de la France sur le long terme? Qu'est-ce que sera la France, non pas en 2030, mais en 2050 et en 2100? C'est ça qu'on attend d'un homme politique. Mais vous êtes prêt, républicain, pour une présidentielle demain, dans quelques semaines, si elle devrait avoir lieu? Chez les Républicains ou ailleurs, oui. Je pense qu'aujourd'hui qu'on a un président de parti qui est Bruno Retailleau... c'est un président de parti ou c'est un candidat à la présidentielle? C'est un président de parti, mais... Potentiellement demain, il pourrait être candidat à la présidentielle. C'est à lui de le décider. C'est pas à moi ici sur ce plateau de le dire. Je pense c'est un homme décidé. On voit bien le souffle qu'il a soulevé en étant effectivement candidat à cette présidence des LR. Ça a levé. J'ai fait campagne pour lui dans pas mal de villes françaises. Ça lève un vent d'espoir en effet pour la France et on sent que la France attend. Mais au-delà des sympathisants LR? Au-delà des sympathisants LR, beaucoup attendent en effet un véritable homme d'État droit, pour lequel la valeur travail compte, pour lequel la valeur de l'ordre compte, pour laquelle la valeur de la liberté compte. On voit bien que la France attend ça. La France en a marre de cette chienlit telle qu'on a pu le voir après le match PSG dans lequel le PSG... Mais justement, Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur, vous l'avez dit, il y a eu des violences après-match. Est-ce que, vous qui êtes député européen, ça n'a pas dégradé l'image de la France? Nos collègues au Parlement européen, lorsqu'on les a vus le lundi matin à Bruxelles, ils ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe en France ?» La France devient, une équipe de foot française devient championne d'Europe et vous détruisez votre capitale. Mais que se passe-t-il en France? On voit bien qu'il y a une véritable volonté de certains d'amener une révolution, de détruire le pays, et il est nécessaire de remettre de l'ordre dans ce pays. Malheureusement, le pouvoir lui-même s'est lié les mains, le pouvoir a perdu son pouvoir, j'allais dire, et qu'il est nécessaire de revoir un certain nombre de lois, de revoir sans doute une partie de la Constitution, pour redonner du pouvoir au pouvoir, qui s'est lui-même... Qu'est-ce qu'il faut revoir dans la Constitution pour permettre plus de référendums? Qu'est-ce qu'il faut? Alors je pense que le référendum, pour demander aux Français leur avis, parce que le pouvoir vient du peuple. On est un pays souverain et cette souveraineté vient du peuple français. Il est nécessaire de questionner le peuple français sur un certain nombre de sujets, me semble-t-il. Mais des questions directes, pas des questions filandreuses ou à double ressort. Une question directe par laquelle on répond oui ou non. Mais les hommes politiques, c'est vrai, jusqu'à présent, ont toujours refusé de le faire. On l'a bien vu avec le général de Gaulle en 69. Il a posé une question et il en a tiré les conséquences. Il est parti lui-même. Depuis, je ne connais pas d'homme politique ou de femme politique qui en ait tiré les conséquences après des résultats aux élections un peu désastreux. On va parler des questions de défense. Dans 3 semaines, il y aura un sommet à La Haye. Les pays membres de l'OTAN pourraient acter un objectif de 5% de dépenses de défense. Est-ce que les Européens ont cédé à la pression de Donald Trump? Alors pour l'instant, pas encore.
peu de pays sont à 5%. Les Polonais sont à 4,5% en effet de leur PIB pour leur défense. La France en est loin, on doit être à 1,9%. On tutoie les 2%. Tout dépend si on compte les retraites des militaires ou les pensions des militaires ou pas. Mais on voit bien qu'il est nécessaire que l'Europe se prenne en main. Que l'Europe prenne en main sa défense en se posant la question suivante. Si demain les Américains décident de ne plus nous aider, que faisons-nous? Sommes-nous capables de nous défendre nous-mêmes, par nous-mêmes, avec nos propres moyens? Mais 5%, c'est un chiffre qui est réaliste? Pour la France, non. Vous preniez 3% vous, pendant la campagne des Européennes. Je prenais 3%. Est-ce que 5%, ça vous paraît un objectif tenable? Ça n'est pas réellement tenable aujourd'hui pour la France. Il faut y aller, il faut se diriger vers. Du temps de fin des années 60, je crois qu'on était à 4-5% de notre PIB. Est-ce que ça voudrait dire plus que doubler notre budget militaire? Est-ce que par les temps qui courent, et on l'a vu, vous le rappeliez, les 3 300 milliards de dettes, on peut atteindre les 5%? Non, aujourd'hui, ça n'est pas réalisable. Là, il va falloir faire des coupes budgétaires ailleurs pour arriver à cela. Et on voit bien que ça risque d'être très difficile. Mais si déjà on arrivait à 3%, comme le soulignait pendant la campagne, ça permettrait d'augmenter notablement le nombre de nos chars, le nombre de nos avions de combat, le nombre de nos frégates et le nombre de nos soldats. Parce que derrière, au-delà des chars, des avions et des frégates, encore faut-il avoir des hommes pour les armer. C'est tout le problème de la Pologne d'ailleurs. La Pologne, je crois, a une armée qui est équivalente à 150 000 hommes, mais elle a du mal non seulement à recruter, mais à fidéliser ses soldats. Ce qui sera le problème de l'Allemagne. L'Allemagne va mettre beaucoup d'argent, mais l'Allemagne a du mal à 500 milliards, mais l'Allemagne a du mal à recruter des soldats et à fidéliser les soldats, avec un passif militaire du temps du nazisme, effectivement, qui ne prête pas à ce que les jeunes s'engagent à l'armée pour défendre leur pays. Mais elle envisage de recruter 50 000 à 60 000 hommes. Est-ce que Friedrich Merz, le nouveau chancelier, il veut faire de l'Allemagne la première armée d'Europe? On est dans un tournant? Alors, dans les discours, oui. Dans la réalité, ça va prendre du temps. Ce n'est pas avant 10 ou 15 ans. Vous savez, pour créer une armée opérationnelle, il faut du temps. Pour avoir plus de chars, il faut du temps. Un char, ça ne se construit pas comme ça. Entre la décision et la réalisation, il y a quelques mois, voire quelques années. Donc une armée, ça se constitue sur le long terme, 5 à 10 ans. C'est bien pour ça d'ailleurs que tous les dirigeants européens parlent de 2030, en disant mais en 2030, les Russes auront augmenté leurs propres capacités, donc nous-mêmes, pays européens, il faut qu'on ait augmenté nos capacités, ce qui est vrai. Mais la France, elle prend du retard par rapport à l'Allemagne? Elle n'affiche pas les mêmes ambitions? Non, la France a de la chance d'avoir une armée opérationnelle, aguerrie, qui a payé le prix du sang sur pas mal de théâtres d'opération. En ce sens-là, la France dispose d'une armée opérationnelle. Mais elle ne dispose pas suffisamment de chars, d'avions et de bateaux. Donc c'est là où la France doit investir plus pour arriver, en effet, à avoir non pas un simple porte-avions, mais en avoir peut-être un deuxième, avoir plus de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ou sous-marins nucléaires d'attaque, avoir plus d'avions de chasse et plus de troupes à mettre au sol. Car l'armée française, c'est 200 000 hommes environ, et il en faudrait sans doute plus, donc il faut augmenter une réserve. Est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers un service militaire volontaire? Ça, vous souhaiteriez qu'on réinstaure un service militaire volontaire? Oui, parce que il y a quelque chose qui manque dans les pays européens, c'est cette culture de défense, cette volonté de défendre son propre sol. Alors, on trouve chez les jeunes Français, quand on fait des sondages, les jeunes sont prêts à s'engager pour leur pays. Mais encore faut-il leur permettre de le faire, avec des vrais s'engager pour rien faire, ça ne sert à rien, mais s'entraîner, oui. Effectivement, être présent en Roumanie, comme le sont aujourd'hui un certain nombre de soldats français, en Estonie, ou ailleurs dans le monde, de façon, effectivement, à imposer une certaine stabilité sans laquelle il n'y a pas de développement. Mais les armées servent à ça. Est-ce qu'il manque aujourd'hui un leadership sur ces questions à l'Union européenne? Alors, le leadership, aujourd'hui, on peut le voir à travers une initiative prise par Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand et le Premier ministre polonais. À 27, c'est difficile de prendre des décisions, je le vois bien au Parlement européen. Donc partir d'une coalition des volontés me paraît un bon principe. Et puis ensuite viennent s'agréger ceux qui souhaitent aller dans le même sens. Mais vouloir imposer à 27, ça me paraît compliqué, d'autant que ces 27 pays de l'Union européenne n'appartiennent pas tous à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. On voit bien, au-delà de ça, de cette question, qu'il est nécessaire de s'entendre sur que veut-on faire pour notre défense. C'est pour ça que je monte bientôt, début juillet, un séminaire au Parlement européen sur quelle architecture de sécurité et de défense veut-on pour notre Europe? Sur quoi se base-t-on? Comment la construit-on? Derrière, il faut ce qu'on appelle un C2, c'est-à-dire du command and control, pour
organiser cette structure de sécurité. Quels sont les pays volontaires? Qu'est-ce qu'on peut proposer? La France peut être leader dans le domaine parce qu'elle a cette capacité à mener des opérations seule. On l'a bien vu en Afrique, on l'a bien vu avec nos forces spéciales. Donc oui, il y a une vraie capacité. Et puis la France a la chance de disposer d'une dissuasion nucléaire qui lui donne un véritable plus sur le continent européen par rapport à nos alliés de l'Union européenne. La France et l'Europe sont sous la menace russe aujourd'hui? Alors, menace directe russe, d'une invasion russe, non. D'une guerre hybride, oui, c'est déjà le cas. On l'a bien vu, les Français l'ont bien vu en Afrique, d'où on est parti un peu rapidement. On le voit bien à travers différentes cyberattaques, à travers la guerre d'influence que mènent les Russes. Une invasion terrestre, non. Est-ce que juste là-dessus, l'armée française, c'est une cible particulière dans la stratégie d'influence et de désinformation de la Russie? Oui, comme d'autres pays européens, bien sûr. Alors l'armée française en elle-même, pas forcément. La France, directement, bien sûr. À travers mais pas forcément l'armée? Non, l'armée reste une cible parce qu'elle est armée française et qu'elle est prête à s'engager éventuellement contre les Russes demain. Mais non, la France, au sens large, avec une véritable volonté russe de déstabiliser les pays européens, de diviser les pays européens, mais un peu à l'instar d'un Donald Trump. La volonté de Donald Trump, c'est quoi? C'est de diviser l'Europe pour éviter à l'Europe d'être une véritable puissance qui viendrait contrebalancer la puissance américaine. Et la Russie, avec Vladimir Poutine, veut exactement la même chose. Alors de manière différente. Les Américains ne veulent pas nous faire la guerre. Ils nous mènent une guerre économique, alors que les autres voudraient bien nous mener une guerre plus classique. En tous les cas, ils nous mènent une guerre hybride, oui. Est-ce que vous espériez que Donald Trump réussisse à durcir le ton face à Vladimir Poutine et le pousse à à signer un cessez-le-feu? Oui, en sens oui, il faut un cessez-le-feu, il faut que cette guerre s'arrête. Malheureusement, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de jeunes Ukrainiens comme de jeunes Russes meurent tous les jours, ce qui est un véritable drame. On ne regarde pas les pertes, mais quand on regarde le volume des pertes de chaque côté, c'est gigantesque en réalité. Donc oui, il faudrait arriver à cesser le feu. Qu'un Donald Trump qui a une position assez erratique qui change et qui dit le contraire le lendemain de ce qu'il a dit la veille, c'est difficile. C'est là où l'Europe doit peser. Mais l'Europe ne pèse pas aujourd'hui, parce que d'abord elle a du mal à parler d'une seule voix, parce que l'Europe militairement n'est pas une puissance militaire, donc elle ne fait pas peur à un Poutine qui ne craint que la force. Et il me semble en effet qu'il est temps que l'Europe se réveille, que l'Europe se réarme, que l'Europe se réorganise militairement sur un plan sécuritaire pour être en mesure demain, si jamais c'était le cas, d'affronter une Russie, en tous les cas, de dissuader une Russie et de peser sur la Russie pour que la Russie arrête cette guerre. Et on voit ces derniers jours, ces opérations ukrainiennes, toile d'araignée, qui détruisent des sites stratégiques russes. Alors l'Ukraine a peut-être moins de moyens, mais ils sont plus ingénieux? Ils ont surtout plus de liberté d'action, je pense, qu'une armée russe, soviétique, j'allais dire, avec des structures très hiérarchisées. La différence avec l'armée ukrainienne, qui est une armée un peu otanisée, au sens où il y a une véritable liberté d'action jusqu'au plus bas échelon, une capacité de prise d'initiative qu'on ne trouve pas dans l'armée russe. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'ils réalisent et qui est remarquable en termes d'opération, de détruire des bombardiers stratégiques à plusieurs milliers de kilomètres de la ligne de front, c'est assez remarquable. Est-ce que ça changera le cours de la guerre ? Je ne le pense malheureusement pas. Aujourd'hui, on est à un moment où chaque pays, la Russie et l'Ukraine, pensent obtenir la victoire. Et donc, cette guerre ne s'arrêtera pas malheureusement tout de suite. Mais il faut que cette guerre s'arrête, parce que sinon, ça va encore occasionner des centaines de milliers de morts sur encore assez de longues semaines et voire de longs mois. Un dernier mot sur Donald Trump. Emmanuel Macron, il se rend dimanche prochain au Groenland, territoire que Donald Trump veut annexer. Il a raison d'y aller, le chef de l'État? Oui, il a raison. Ça lui permet de voir ce qu'est le Groenland. Le Groenland intéresse les États-Unis pour une bonne raison. C'est que quand vous regardez une map monde, le Groenland se situe exactement entre la Russie et les États-Unis. Or, les États-Unis ont besoin de cette terre pour y placer des stations satellites, c'est-à-dire des stations radars qui permettent de voir les départs éventuels de missiles russes et de pouvoir réagir, eux, aux USA. Au-delà de cet état de fait, j'allais dire sur le dessous des cartes, il a raison de montrer que ce Groenland doit rester le territoire autonome que c'est, qui appartient au Danemark, et non pas que ça devienne un territoire américain. Un mot sur un autre sujet, c'est Israël qui a intercepté il y a quelques heures le bateau humanitaire qui tentait de rallier Gaza, avec notamment à son bord votre collègue eurodéputé LFI, Rima Hassan. Qu'en dites-vous ?
aussi une opération marketing de la part de Rima Hassan et Greta Thunberg. Vous savez très bien dès le départ qu'ils n'iraient pas jusqu'à Gaza, que les Israéliens arrêteraient ce bateau avant. Car de toute façon, il y a un blocus autour de Gaza et que les Israéliens contrôlent tout. Donc c'est une question de marketing. Je regrette que Rima Hassan, comme Greta Thunberg, qui est un véritable produit marketing, ne parle jamais de la libération des otages. Car le point de départ initial de ce conflit, dans lequel malheureusement la population palestinienne souffre et est tuée sous un certain nombre de bombardements, c'est la libération des otages, c'est effectivement la destruction ou la démilitarisation du Hamas, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on demande à Israël d'arrêter, mais en même temps on ne demande pas la libération des otages et la démilitarisation du Hamas. Est-ce qu'il faut reconnaître l'État de Palestine, comme veut le faire Emmanuel Macron dans quelques semaines, s'il n'y a pas de démilitarisation du Hamas et s'il n'y a pas de libération de tous les otages? Si on fait ça, c'est-à-dire qu'on donne raison au Hamas. Donc, je pense qu'il est un peu trop tôt pour reconnaître un État de Palestine, en effet. Il est nécessaire d'avoir une autorité palestinienne qui ne soit plus corrompue, mais qui soit crédible. Avec qui discute-t-on en réalité côté palestinien? C'est ça le sujet. Il n'y a pas de tête de chaîne palestinienne avec laquelle on peut discuter raisonnablement, malheureusement, et je le regrette évidemment, pour cette pauvre population palestinienne qui souffre sur le territoire de Gaza. Gaza, c'est entièrement détruit, ça devient presque un parking, il y a 2 millions de personnes qui habitent là. Malheureusement, je ne sais pas comment fait-on. C'est-à-dire que quelle est la solution aujourd'hui? Je n'ai pas vraiment... J'ai des idées, mais quelle est la solution qu'on peut appliquer? Je ne suis pas israélien, je ne suis pas palestinien, mais je regrette infiniment, effectivement, la tournure que prennent les événements aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Général Christophe Somard, d'avoir été notre invité. On va tout de suite passer au Club des territoires. On va revenir sur les 1 an de la dissolution.